Donc j'ai deux Philippe. Philippe Thirion, directeur Enedis Conseil et Action. Donc c'est une structure de conseil interne à Enedis. Philippe a choisi un mode d'organisation et de management qu'on peut qualifier de agile, même si il y a plein de nuances derrière tout ça. Donc tu partageras avec nous cette expérience. Et à ses côtés, Philippe Pinault, qui a plusieurs casquettes quand même. Tu as été cité plusieurs fois tout à l'heure dans la présentation via Tall Spirit, puisque c'est une société que tu as fondée et que tu diriges. Mais aujourd'hui, on va parler d'Ola Spirit, qui va au-delà de la collaboration et qui adresse plutôt le fonctionnement de l'organisation, puisque quand on parle de transformation, le vrai sujet, il est là. Il est d'aligner tout le monde, de redonner de la cohérence dans le fonctionnement, réapprendre à travailler ensemble, parce que finalement, c'est peut-être là aussi le sujet. Nous, chez l'ECO, on parle beaucoup de travailler autrement, mais la clé, c'est le travailler ensemble. La génération, la création de valeur passe vraiment par cette dynamique-là. Et ces nouvelles approches de management, nouveaux modes d'organisation également, nous ont appris à mieux travailler ensemble. Donc on va aborder tout ça. Et puis, j'oubliais, il y a une troisième casquette qui est présente sur la droite, c'est que tu as coécrit un livre qui va bientôt sortir, et surtout, tu co-organises The Next Gen Enterprise Summit, qui aura lieu fin mars, à Paris, autour de ces sujets-là. Voilà. Donc on va commencer avec la question qui était un petit peu provocante, sachant que l'agilité est connue de tous depuis une vingtaine d'années, enfin surtout dans les milieux IT, que tous ces modèles organisationnels ont fait l'objet de nombreux ouvrages d'intervention. Il y a des experts sur ce sujet un peu partout. Finalement, on connaît la théorie. Et qu'est-ce qui fait que, au final, ça a l'air simple, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'est pas agile dans nos organisations? Alors, Philippe, tu es des deux côtés, tu es au sein d'Enedis, tu connais ces grandes organisations-là, et au sein de ton équipe, tu fonctionnes un petit peu différemment. Donc, quelle réponse tu pourrais nous faire à cette question? Alors évidemment, c'est une question assez provocatrice. C'est volontaire. Je serais tenté de dire que finalement la réponse est assez simple. C'est pas un problème d'outils, c'est de parler beaucoup d'agilité sans la vivre. Et tu me demandais de trouver un exemple concret. J'en ai trouvé un extrêmement simple. On vante toujours les espaces ouverts auprès des équipes parce que ça va permettre la communication, la transparence, la transversalité et tout ce qu'on veut. On les met en place et puis le manager, lui, va s'installer dans son coin, dans un bureau qui restera bien cloisonné, sagement, comme avant. L'exemple me vient parce qu'on a vécu notre installation dans un nouvel espace tout récemment. Donc en gros, c'est en faire un mot slogan, un mot valise, sans la vivre. Alors que l'agilité, c'est une évolution du mode de gouvernance. J'ai beaucoup aimé la distinction tout à l'heure entre modernisation et transformation. Je pense que c'est extrêmement juste. Et la question d'un des participants qui parlait du rôle des DRH, j'avais l'impression que ça faisait écho à ce que j'ai vécu quand j'ai créé la structure Enedis Conseil et Action, parce que je l'ai créée au sein de la DRHTS, Direction Ressources Humaines, Transformation et Sécurité du Travail. Donc je pense qu'effectivement, on était bien dans le sujet. Voilà, je serais tenté de dire que la réponse, elle est sur ce registre-là. Ok, donc une dimension, vivre, expérimenter, le vivre au quotidien pour vraiment sentir ce que ça peut apporter à l'organisation. Oui, ce qui n'est pas forcément facile, parce que la mise en place d'une gouvernance partagée, c'est un abandon de la part du manager. Moi, quand j'ai créé Enedis Conseil Action, je n'avais pas en tête de mettre en place l'holacratie, je n'avais pas en tête de mettre en place un mode particulier de gouvernance agile. Ça fait juste quelques décennies que je pratique ce qu'on appelait jadis le management participatif, qu'après, pour faire moderne, on appelle l'empowerment. Maintenant, il y a l'agilité. Bon, à chaque fois, il y a des pratiques un peu différentes. Mais voilà, la gouvernance partagée, ce n'est pas quelque chose de naturel. Et notamment dans mon équipe, qui est une petite équipe au sein de la grosse galaxie de 37 000 salariés qu'est Enedis, on a dans l'équipe essentiellement des cadres expérimentés, seniors, des cadres supérieurs et des cadres dirigeants.
Donc ce ne sont pas forcément des personnes qui sont nées avec un mode de management dit agile. Tout à fait, on y reviendra tout à l'heure. Philippe, quelle réponse tu ferais à cette question? En fait, aujourd'hui, les organisations, elles prennent conscience que de nouveaux modes sont nécessaires, de nouveaux modes de travail pour révéler ce qu'est ce potentiel infini que représente en fait cette intelligence collective et cette somme de talents qui sont dans les organisations. Et aujourd'hui, en fait, on demande à des managers de venir créer le cadre, le contexte qui va permettre de révéler ce potentiel, de révéler ces capacités qui sont dans chacune des équipes pour innover, améliorer, aller de l'avant. Et il se trouve que les organisations dans lesquelles évoluent la plupart de toutes les équipes aujourd'hui sont encore bâties sur un modèle qui a été pensé, qui a été développé pour faire à peu près tout, sauf justement libérer l'initiative et permettre à chacun d'être un peu un entrepreneur dans un certain nombre de casquettes dans l'organisation. L'entreprise à laquelle on est habitué aujourd'hui, c'est une entreprise qui date du siècle dernier, dans laquelle en fait une certaine catégorie de personnes pensent ce qu'il est nécessaire de faire pour l'ensemble de toutes les autres, enfin toutes les autres personnes. Et comment dirais-je, les collaborateurs ont appris à évoluer dans un environnement où, grosso modo, ils s'interdisent jusqu'à ce qu'on les autorise. Et il s'agit aujourd'hui d'arriver finalement dans une approche à peu près opposée, qui est de pouvoir libérer la possibilité de faire jusqu'à finalement ce que l'on vienne gêner, ou en tout cas sur des domaines qui sont plus les nôtres. Donc on voit en fait que l'agilité, elle est plus simplement au niveau de l'équipe, il s'agit de la faire passer à l'échelle de l'organisation. Et ce passage à l'échelle aujourd'hui, si on ne remet pas en question ce que sont les fondamentaux, c'est-à-dire la structure, le design, le modèle sur lequel l'organisation a été développée jusqu'à présent, bien ça ne marche pas et on bute. Voilà. Et donc on observe depuis maintenant quelques années, avec l'apparition de quelques méthodes, mais c'est un mouvement qui est en train de prendre évidemment de l'ampleur, cette transformation plus large du modèle d'organisation, de la gouvernance, on a parlé de gouvernance partagée, qui vise finalement voilà, à offrir une autre représentation de cette organisation pour libérer ce potentiel et cette capacité de prise d'initiative. Donc je retiens dans ce que tu dis en termes de, enfin, pour se rapprocher de la question, le cadre de permission en fait, c'est d'ouvrir cette permission là où traditionnellement on était plutôt dans un mode où il fallait demander l'autorisation de faire. Et donc si je reviens vers toi Philippe, c'est malgré tout ce que tu vis, c'est pas dans tout Enedis, quoi. C'est une petite structure, peut-être influente, mais ça reste une petite structure. Tu as eu d'autres aventures managériales par le passé. Est-ce que tu as identifié une différence dans ta posture de manager? La tienne ou celle-là? On n'est pas les seuls à bouger dans le mastodonte Enedis. Hein. On a une démarche d'ensemble qui s'appelle cohérence et subsidiarité. Et dans le cadre de la subsidiarité, tout en préservant la cohérence, on a mis en place notre modèle de gouvernance actuel avec ce système holacratie. Est-ce que j'ai ressenti, est-ce que j'ai vu une évolution? Oui. Je pense que ce qu'on voyait tout à l'heure me faisait un peu peur à un moment parce que j'avais l'impression d'un tsunami de solutions ou même d'outils digitaux. Et je crois que le problème, c'est d'arriver, j'ai entendu pas mal le mot d'écosystème qui lui me va très bien, d'arriver à restituer finalement quelque chose d'appréhendable par les collaborateurs. Sinon, ils sont noyés et finalement, ça ne sera pas vraiment utilisé ou pas bien utilisé. La différence par rapport à ce que j'avais vécu dans tout mon parcours, j'ai été à un moment dans une de mes casquettes directeur qualité, donc j'étais assez sensible à faire tourner la roue de Deming. Mais quand on a aujourd'hui la possibilité de mettre en place des instrumentations qui sont vraiment pensées, conçues dans cet esprit d'évolution, d'amélioration continue, de circulation de l'information, de gouvernance partagée, qui est au cœur de cette philosophie, si on peut dire, on a plus de chances de réussir et que le système ne se grippe pas et ne devienne pas, comme ce qui a été souvent en France l'issue de l'ISO 9001, un machin bureaucratique à broyer et à demander du reporting aux utilisateurs pour aboutir à une revue de direction qui dure 30 minutes avant que l'auditeur de la fac ne passe pour retamponner le certificat. Donc voilà, la différence, c'est que le digital d'aujourd'hui, il rend ça possible dans une approche très motivante.
Donc là, on est quand même dans un cadre, comme tu le disais tout à l'heure, c'est quelques personnes dans les 37 000. Malgré tout, c'est une expérience intéressante. Philippe, toi, via Ola Spirit, tu outilles des organisations beaucoup plus grandes, des structures de cette taille-là, mais aussi plus grandes. Est-ce que tu peux mettre un peu en perspective cette évolution, cette transformation qu'ils sont en train de vivre? Effectivement, Ola Spirit existe maintenant depuis 4 ans et accompagne près de 500 clients dans une trentaine de pays aujourd'hui, principalement en Europe de l'Ouest, pour accompagner cette transformation du modèle managérial et du modèle du design d'organisation, avec des entreprises qui aujourd'hui comptent jusqu'à 2000-2500 collaborateurs. Nos principaux clients sont des acteurs du secteur bancaire ou du secteur de la santé, et qui ressentent en fait cette urgence de devenir agile, mais agile à l'échelle. Donc de repenser totalement je dirais leur système de gouvernance, hein, puisque c'est de ça dont il s'agit. La gouvernance, c'est ce qui décrit les modalités de fonctionnement et de décision d'une organisation, avec cette volonté finalement de distribuer l'autorité pour placer la décision au plus proche du terrain, mais le faire dans un cadre qui est à la fois clair, explicite, assumé. Et c'est dans ce contexte-là que l'outil devient nécessaire lorsqu'il s'agit de passer à l'échelle, parce qu'être agile dans une équipe de 10, 15, 20 personnes, c'est assez facile. Lorsqu'il s'agit de passer à l'échelle sur des organisations très larges, eh bien, l'outil joue son rôle à cet instant pour mettre de la transparence dans la démarche, mettre de la clarté, et puis permettre aussi de rendre plus concrète finalement cette démarche en la rendant visible. Voilà. Concrètement, tu dépasses juste l'outil collaboratif, puisque tu rajoutes d'autres briques fonctionnelles qui autorisent du coup l'organisation à outiller d'autres démarches managériales qui ont forcément un impact sur, comme tu le disais, les décisions et autres. Est-ce que tu peux illustrer ces autres briques que l'on trouve dans Ola Spirit? Oui, ben la principale brique d'Ola Spirit, c'est de décrire la gouvernance de l'organisation, c'est-à-dire la façon dont fonctionne une organisation. Je vais prendre un exemple très simple. Si demain je rentre dans n'importe laquelle de vos organisations, si je vous demande de me décrire son fonctionnement, ça risque d'être un petit peu compliqué. Vous allez certainement me présenter un organigramme hiérarchique pour m'expliquer qui a l'autorité sur qui, c'est-à-dire ce formidable modèle qui vient montrer finalement quelles sont les personnes qui ont le pouvoir sur d'autres personnes dans cette logique de subordination qui est finalement le modèle sur lequel sont construites l'ensemble de nos organisations. Et vous serez ensuite bien en difficulté, je pense, pour aller au-delà de cette explication de ce qu'est le mode de fonctionnement de l'entreprise. Or, aujourd'hui, bien, l'entreprise, elle cherche à mettre beaucoup plus de clarté à la fois sur le qui fait quoi, parce que généralement, nous ne sommes pas qu'une fonction, nous sommes un ensemble de casquettes et un ensemble de rôles remplis dans une organisation. Et elle cherche aussi à mettre beaucoup plus de clarté sur les responsabilités de chacun de ces rôles. Parce que je disais tout à l'heure qu'il s'agit de libérer l'initiative, d'encourager la prise d'initiative, donc de faire de chacun d'entre nous ces entrepreneurs. Encore faut-il identifier et connaître le cadre, c'est-à-dire le jusqu'où je peux aller dans l'exercice des différents rôles qui sont les miens. Et donc ce qu'on observe, c'est cette transformation d'un modèle qui était principalement centré sur les personnes, avec cette distribution de l'autorité des personnes les unes envers les autres, vers un système où l'organisation elle est vue davantage comme une raison d'être à accomplir, une finalité qui est qu'est-ce que cette organisation a à offrir au monde, et où on s'intéresse finalement davantage sur qu'est-ce qu'il va être nécessaire de faire pour permettre à cette organisation de révéler finalement et d'aller dans le sens de cette raison d'être, plus qu'une organisation qui s'intéresse aux personnes et à une autorité de personnes les unes sur les autres. Voilà. Alors, pour certaines des personnes présentes dans la salle, aller jusque-là, c'est peut-être un challenge et ils ne sont pas en mesure forcément de repenser entièrement l'organisation. Donc, quelles pourraient être les différentes étapes, et à la limite, je me tourne vers toi, Philippe, qui permettent à l'organisation de prendre conscience de ce besoin d'outillage en termes pour réaligner les équipes, redonner de la cohérence et ainsi de suite.
Oui, je disais, j'ai eu la chance de faire quelque chose finalement d'assez facile parce que je la créais, la structure. Et il fallait fédérer autour d'un projet collectif lors de la création de sa structure. Tu as employé, Philippe, l'expression raison d'être tout à l'heure. Je pense que de toute façon, quel que soit le mode de management qu'on adopte, c'est pas mal dans notre monde un peu en mouvement de réfléchir, mais finalement, c'est quoi notre mission pour le collectif, pour partager une même vision, un alignement stratégique, ce qui fait qu'au-delà des mots, ça marche ou ça marche pas, l'organisation dans laquelle on est. Et après, la notion de rôle qui effectivement diffère de la pyramide hiérarchique de Taylor ou de Fayol, la notion de rôle avec des redevabilités propres à chaque rôle, c'est pareil, même si on n'adopte pas complètement le modèle de Brian Robertson, le modèle holacratie, c'est une réflexion qui, de toute façon, est utile et positive. Alors moi, j'ai un problème particulier dans mon équipe, c'est que les collègues qui rejoignent mon équipe, c'est un des 2 volets de notre raison d'être, ils sont en transition professionnelle, que ce soit des jeunes talents ou des cadres beaucoup plus seniors de retour après une longue maladie ou des sujets comme ça, ou une grosse transformation des structures et de l'organisation. Ils sont là pour des périodes relativement courtes. L'idée, c'est qu'ils apportent de la valeur pendant cette période. Fatalement, ces personnes, à travers le système qu'on a mis en place, vont pouvoir s'approprier rapidement le système dans lequel ils entrent, à travers un alignement rendu plus facile par l'expression claire de la raison d'être, à travers les différents rôles et redevabilités de chacun qui posent les choses clairement. Voilà, et comme notre signature sous le nom Enedis Conseil et Action, c'est accélérateur de performance, on a intérêt, vu qu'ils ont des passages assez courts dans l'équipe, entre 9 mois et 2 ans, on va dire, à aller vite. Et voilà, on gagne du temps, on gagne de la simplicité. Et en plus, effectivement, on parlait des réunions tout à l'heure, qui sont un des mots de notre temps et de nos grandes organisations. Là, on n'a même pas de compte-rendu de réunion à faire. C'est l'outil qui nous rappelle qu'on avait décidé à la précédente réunion de faire des choses avant la suivante, réunion de triage, et puis qui nous sort le compte-rendu à la suite automatiquement. Il y a plein d'outils qui font ça aujourd'hui, mais on gagne du temps. C'est un tout petit exemple, mais on gagne du temps à travers ces choses-là. Donc, comme tu le disais, quand on crée une structure ou une entreprise, à la limite, il est naturel aujourd'hui de démarrer sur ces modèles-là, puisqu'ils sont finalement reconnus comme performants et alignés avec les attentes d'aujourd'hui et aptes à gérer la complexité. Mais lorsqu'il est question maintenant de transformer une organisation existante, le challenge n'est pas le même. Donc, en termes de démarche, je me tourne vers l'autre Philippe, du coup, en termes de démarche, quel conseil tu aurais à donner sur une organisation qui souhaiterait aller vers ces nouveaux modèles d'organisation? Oui, alors c'est une transformation qui est incroyablement complexe, tant sont ancrés en fait ces réflexes, ces façons de travailler et ces façons de manager dans les organisations. Et il faut bien prendre conscience que c'est une transformation de la totalité des collaborateurs, des personnes qui sont dans l'entreprise, à la fois au niveau collaborateur, dont on demande, comme je l'ai rappelé, de devenir des entrepreneurs dans des rôles, au niveau des managers, qui auparavant étaient là plutôt pour tenir le cadre et qui maintenant sont là pour révéler un potentiel, et puis pour des dirigeants d'entreprise qui doivent apprendre à lâcher le pouvoir et à le faire en mettant ce cadre de confiance et de transparence nécessaire pour le faire dans de bonnes conditions. Et là, c'est très très compliqué. Donc évidemment, il faut un dirigeant d'entreprise qui est quand même un petit peu cette prise de conscience de cette nécessité de passer à autre chose, parce que si on ne l'a pas, le reste ne se passe pas. Et les acteurs du conseil, puisqu'on parle des façons d'implémenter, vont jouer un rôle évidemment important dans l'accompagnement au quotidien, tant des équipes que des managers, sur ces nouvelles pratiques, ces nouvelles postures à adopter aux différents endroits de l'organisation. Alors, Philippe a cité holacratie, qui est l'une des méthodes. Il en existe d'autres, la sociocratie, S3.0, etc., qui sont des outils qui vont permettre de faciliter cette transformation d'une ancienne façon de faire à une nouvelle, mais qui restent que des outils pour accélérer finalement cette transformation du modèle organisationnel. Beaucoup d'entreprises font à leur façon. Ce qui est important, en fait, c'est de bien avoir en tête finalement à la fois la nécessité d'aller dans autre chose, parce que je pense que le modèle de l'entreprise traditionnelle, il est quand même globalement, il ne survivra pas à notre siècle. Et puis prendre conscience
de ce que sont les fondamentaux qui existent derrière cette démarche. Je parle donc de ces fondamentaux de l'agile. Il y a beaucoup de livres qui peuvent aussi inspirer une démarche de transformation. Il y a ce livre donc, qui sera le recueil de plus de 150 témoignages et interviews d'entrepreneurs et acteurs de ces transformations que nous publierons donc, cette année, la nouvelle génération d'entreprises. Mais il y a aussi des ouvrages assez référents comme celui de Frédéric Laloux qui a écrit « Réinventer les organisations », qui ont été pour beaucoup d'entrepreneurs un peu cette étincelle et ce déclencheur de leur démarche de transformation. Un dernier mot avant d'ouvrir enfin de permettre à la salle de poser quelques questions. Si vous aviez un conseil à donner pour découvrir ou du moins sentir vers quoi, enfin, quel bénéfice on peut en tirer à aller vers ça. Alors, je vais prendre l'exemple qu'on a vécu. Dans notre cas, c'est un des membres de mon équipe, un peu un agitateur d'idées, pas un agité, juste un agitateur d'idées, qui avait proposé que dans le cadre de notre séminaire, 2 petits séminaires d'équipe, c'est une équipe répartie aussi dans les régions, que dans notre premier séminaire, fin 2017, on ait un atelier pour découvrir le modèle holacratie qu'on a choisi. Donc c'est pas un matin, je me suis pas réveillé et en me rasant, je me suis pas dit « Ah, on va lancer le modèle holacratie ». On l'a découvert tous ensemble. On a été assez interpellés dans cet exercice qui avait dû durer 2 heures, 2 heures et demie, quelque chose comme ça. Et on s'est dit, bon, on va peut-être aller plus loin, tester. Ça, c'était en décembre 2017. Janvier 2018, on fait tous une journée avec un accompagnateur consultant externe, parce que tout en étant consultant interne, de temps en temps, on en fait travailler. Et on a dit, OK, on se lance. Mais on n'a pas dit on se lance, et puis advienne que pour, on a dit on se lance, et on refait le point dans notre rencontre programmée début juillet, et on verra si c'est un modèle qui nous va. Tu le disais tout à l'heure, il ne faut pas hésiter à adapter aussi les modèles à nos contextes propres. Donc c'est ce qu'on a fait, et on a été accompagnés dans cette période. Et l'autre critère qu'on avait mis, le fait que le modèle nous convienne, qu'éventuellement on l'adapte, c'était qu'on soit capable d'être moins accompagné dans la période suivante. Donc on a refait une deuxième période pendant 6 mois, jusqu'à fin 2018, là en étant beaucoup moins accompagnés, pour voir si on était capable nous-mêmes de faire tourner le dispositif, très instrumenté. Et puis à l'arrivée fin 2018, on a dit ouais, ça nous va, finalement il n'y a pas trop d'adaptation à prendre, on peut le prendre vraiment tel quel, et puis finalement le nouvel outil qu'on a choisi, il nous va super bien, donc voilà, on est instrumenté. Voilà. C'est quelque chose qui s'est fait dans la durée. Alors j'ai eu un échec avec un des cadres de l'équipe avec de fortes convictions qui n'a pas pu supporter le modèle, qui n'a pas pu rentrer dans le modèle. Chez Zappos, quand le patron de Zappos l'avait lancé, je crois qu'il avait eu 18% de démissions dans les 2 ans chez ses managers, donc c'est des choses qui peuvent arriver. D'ailleurs, il n'est plus dans l'équipe, mais il vogue vers d'autres cieux. Voilà. Voilà, je ne sais pas si... On peut revenir aussi à Enfin, il y a d'autres bénéfices uniquement... Les bénéfices nous ont un peu trop fait remarquer, avec l'enquête sociale interne qui a été faite. Il y a un côté coréen du Nord ou stalinien sur l'adhésion des salariés au dispositif. Et au travers des différentes interviews qui nous ont permis de construire ce livre, est-ce qu'il y a... finalement un fil conducteur dans la démarche qu'ils ont mis en œuvre, enfin ces différentes organisations. Oui, je crois que ce qui guide en fait la démarche de toutes ces entreprises, c'est la prise de conscience de ce qu'est le rôle, comment dirais-je, politique de l'entreprise. Et là, je prends ce que dit très justement le patron de la Maïf, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle donc l'entreprise sera politique du XXIe siècle, sera politique ou ne sera pas. Une entreprise aujourd'hui, c'est autre chose que du for profit et du non-profit, et ça ne parle plus à personne. Et personne n'a aujourd'hui envie de se lever le matin en train de se dire qu'on va participer à générer de la valeur pour l'actionnaire. Ce qui aujourd'hui motive tant les collaborateurs que les citoyens, les consommateurs de manière générale, c'est ce qui est cette finalité que l'entreprise a à offrir. Et je pense que c'est un sujet qui va devenir de plus en plus important dans à la fois nos choix de collaborateurs de rejoindre des organisations, mais aussi de consommateurs d'acheter en externe. Donc je vous invite à rejoindre The Next Gen le 26-27 mars. 600 personnes seront dans le centre, on a tout le centre de conférence du ministère de l'économie et des finances, puisque
L'événement est placé sous le haut patronage de Bruno Le Maire qui introduira cette conférence. Nous aurons l'occasion d'accueillir notamment les patrons de Michelin, de Renault, patron de Renault par exemple, qui a été l'un des co-auteurs de la loi Pacte à travers le rapport Sénat-Notar qu'il a coécrit, mais également la patronne d'Engie, Isabelle Cocher, de très nombreux entrepreneurs, des auteurs d'ouvrages comme Isaac Getz, Aaron Dignan sur le cabinet The Ready, qui sont en fait là pour venir éclairer finalement ce qu'est cette nouvelle génération d'entreprises. Et juste pour finir sur ce conseil, je pense que s'inspirer, se nourrir, réfléchir à ces sujets-là, c'est je pense, la façon de démarrer pour aller sur ces transformations. Et donc, on sera heureux de vous y retrouver. Merci. Merci beaucoup à tous les trois.